Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre troisième saison des émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le principe, chaque semaine, une émission, un sujet précis d'orientation avec une école partenaire. Et ce soir, nous avons décidé de parler des rentrées, des inscriptions de dernière minute avec comme thématique les métiers du numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça n'est pas? Pour tout ça, nous allons avoir deux intervenants donc de PMN, la passerelle des métiers numériques. Tout d'abord, Laura Ross, directrice communication et admission chez PMN. Bonsoir Laura. Bonsoir Laurent. Et nous avons également Frédéric Rouby, directeur de l'établissement PMN. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Laurent. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Je vous rappelle que pendant toute l'émission, vous pouvez poser vos questions. Une équipe de modérateurs est là pour y répondre en direct, alors à vos claviers. Donc comme je disais ici, le sujet est avant tout les rentrées de dernière minute. Il n'est pas question de juger. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé ce qui vous convenait au moment de Parcoursup ou de la phase d'admission. Peut-être que la faculté ne vous intéresse pas, vous vouliez, ou vous vouliez pas d'ailleurs partir à l'étranger. Pas de panique, il y a toujours des écoles qui sont promptes à vous recevoir dès aujourd'hui pour une rentrée en septembre 2023. Mais la question donc ce soir c'est vraiment les métiers du numérique. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, comment est-ce qu'on s'y forme, à quoi ça ressemble en termes de programme et pour quel métier et quel avenir dans le temps. Donc la première chose que je voudrais que vous nous expliquiez en fait c'est par rapport à l'idée qu'une rentrée de dernière minute n'est pas une rentrée au rabais, mais ça veut dire forcément une école privée comme la vôtre. Est-ce que vous pourriez peut-être avec vous Laura, commençons par les avantages d'une école privée par rapport à l'université. Notamment, je pensais pour démarrer à cette idée d'accompagnement personnalisé. Tout à fait. Alors, la particularité, donc, notamment au sein de l'école PMN, c'est un accompagnement donc, personnalisé. Personnalisé d'un point de vue pédagogique, bien entendu, mais également pour l'insertion professionnelle, la préparation à la vie professionnelle à laquelle se destine le jeune étudiant. Et Frédéric, tu vas peut-être pouvoir revenir sur toute la partie Fred, accompagnement pédagogique. Oui, c'est essentiel. Les élèves chez nous ne sont absolument pas livrés à eux-mêmes. Il y a bien sûr les cours qui sont assurés par des formateurs et des professionnels du métier, mais on leur met à disposition un encadrement avec des coordinateurs pédagogiques avec qui ils vont pouvoir faire régulièrement le point. Et puis l'équipe pour préparer leur futur professionnel et l'alternance qui va arriver dans les années futures. On va les rapprocher de l'entreprise. Alors bien sûr, ils auront des cours durant lesquels ils vont apprendre à connaître l'entreprise, à comprendre ce qu'est un système d'information, mais également tous les fondamentaux de ces métiers. très bien. Un des avantages comparatifs par rapport à l'université, c'est aussi les effectifs réduits. Chez PMN, les effectifs, chaque promotion se compose à peu près de combien d'élèves en moyenne? 20 à 25 étudiants au maximum. Ok, donc ça fait une classe en fait. Absolument. Et du coup, il y a aussi une approche, alors ça on en parlera plus longuement un petit peu après, mais il y a une approche très professionnalisante. Frédéric, vous avez commencé à l'évoquer, ça veut dire que très très vite vous essayez de mettre en parallèle en fait ce qu'ils apprennent avec un débouché professionnel. Oui, la raison d'être de notre école est de se rapprocher, puisqu'on est une passerelle vers des métiers du numérique. Donc, peu à peu, durant le déroulement de nos formations, hein, en 5 ans, hein, c'est avant tout un bachelor suivi de master Mhm. que les élèves peuvent choisir. On va se rapprocher de métiers numériques. Et ceci se fait progressivement par le biais de l'alternance, mais aussi par le biais de formateurs qui sont non pas des enseignants professionnels, on en a bien sûr hein, pour certaines matières, mais dès qu'il s'agit des métiers numériques, ce sont des formateurs, des personnes qui interviennent également en entreprise et qui sont vraiment au cœur du sujet, si je puis dire, pour vraiment transmettre les réalités de ce qui se passe sur le terrain Mhm. et de conseiller, de faire des retours d'expérience. Ça, c'est très important. Euh, Ne serait-ce que aussi
tout bêtement le wording, hein, c'est-à-dire vraiment le choix des mots qui démontre très rapidement que cet élève-là n'a pas suivi une formation très générale, mais vraiment une formation liée au vrai métier du numérique. Alors justement, avant de parler des métiers, j'aimerais puisque le sujet donc de cette émission enfin, la thématique de l'orientation, c'est les métiers du numérique, j'aurais voulu qu'on commence par un petit point de définition. Qu'est-ce que vous, au sein de PMN, vous entendez par le terme numérique? C'est finalement un terme très généraliste derrière lequel on peut mettre beaucoup de réalité. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Quel est le type de métier auquel vous formez en fait? Bon, il est probable qu'au siècle dernier, on eût appelé notre école une école d'informatique. Pratique. Mais c'est vrai qu'avec la généralisation des applications que l'on a tous, hein, que ce soit les élèves ont tous un outil digital dans les mains, on utilise tous des portails numériques, le numérique est partout. Alors on parle aussi de digital, hein, il y a un petit peu des modes, mais il y a une différence. Le digital est plus associé aux notions de marketing, le numérique on va plus l'associer aux notions justement d'outils métiers, d'outils personnels. En fait, tous les portails que l'on utilise dans notre vie quotidienne et professionnelle. Alors là-dessus, on a des formations, on va aller vers des métiers plus ou moins techniques, et Mhm. ça sera en fonction du choix, des aptitudes, des envies de nos élèves. Mais on a toute une palette de métiers aujourd'hui qui vont des métiers très techniques de développeurs. Tout le monde pense, bien sûr, quand on parle du numérique, au geek, mais pas seulement. Il y a le numérique fait la part belle à des métiers d'encadrement, de gestion de projet. Il y a des liens avec le marketing, avec la data aujourd'hui beaucoup. Mhm. Donc voilà, c'est très vaste. Et notre vision du numérique, qui n'est pas simplement la nôtre, hein, qui est celle des professionnels du secteur, c'est vraiment une palette très large de métiers orientés vers ces entreprises qui travaillent dans le numérique. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé non plus, vous avez les principales entreprises qu'on appelle des entreprises de services numériques, les ESN, qui sont les principaux recruteurs de ces métiers-là. Il y a bien le mot numérique dedans. Tout à fait. Et alors du coup, vous, il y a une organisation qui vous est tout à fait propre, c'est que vous avez un bachelor informatique, première année en initiale, deuxième et troisième année en alternance, c'est bien ça Laura? Tout à fait. Nous proposons donc de l'alternance à partir de la deuxième année. Et après, vous avez toute une kyrielle en fait de master, donc beaucoup plus spécialisée. Moi, Mm. ma première question, c'est une question qui nous avait été beaucoup posée lorsqu'on a préparé cette émission, c'est comment est-ce que les jeunes choisissent en fait leur master, leur spécialisation? Est-ce que c'est vous qui allez les accompagner tout au long de leur bachelor ou c'est plutôt par rapport à leur entreprise en alternance qui vont déjà s'orienter? Comment ça se passe? Alors là, c'est relativement simple et très ouvert. Oui. On tient vraiment à ce que le projet du jeune, on est là pour le jeune, on n'est pas là pour remplir nos classes ou je ne sais Mm. quoi, avoir une vision. C'est vraiment son choix. Bien sûr, il va le construire en fonction de ses envies initiales, hein, et puis de ce qu'il va découvrir en entreprise, puisqu'il sera en alternance. Et c'est vraiment lui qui fait, ou elle, bien sûr. Et surtout elle, aujourd'hui, on tient à ce que de plus en plus de filles nous rejoignent et rejoignent ces métiers passionnants du numérique. Euh, c'est vraiment eux qui vont faire le choix. Après, ce choix, il doit être éclairé, bien sûr. On ne va pas aller choisir une poursuite de master complètement incohérente par rapport à ce qu'on a fait ou même son expérience. Mais ça, franchement, on ne rencontre pratiquement jamais le cas. Je ne me souviens pas avoir refusé un accès à un master à un élève qui le souhaitait parce que à chaque fois, ben, son choix est éclairé, il n'y a pas de pas discordant. Très bien. C'est avant tout un projet professionnel en fait Ouais. qui doit faire sens avec des options scientifiques pour des postes bac, hein, ou technologiques axés dans le numérique, et puis surtout la motivation et le projet professionnel qui reste la clé pour être admis au sein de notre école.
Très bien. Et donc ce bachelor qui est donc assez généraliste, que vous avez appelé bachelor informatique, concrètement, en fait, un jeune qui choisit de rentrer à PMN, il apprend quoi en fait? C'est quoi? Il y a une partie coding, il y a une partie, on commence déjà à entreapercevoir la méthode agile, sans détailler par le menu l'intégralité du programme, mais à quoi est-ce qu'il peut s'attendre? Alors, il y a toute une partie qui va consister à justement découvrir l'entreprise, ses problématiques, son organisation, parce qu'effectivement, pour un jeune qui sort du bac, il va être en découverte complète de Mm, ces éléments-là. Donc, on va le préparer. Qu'est-ce qu'un système d'information? Qu'est-ce qu'un portail? À quoi ça sert? Comment une entreprise est organisée? Donc, il y aura toute une palette de matières autour de ça, y compris, bien sûr, l'anglais qui joue un rôle ouais. essentiel dans les métiers du numérique. Après, effectivement, on va commencer, on aura un autre groupe de matières qui va consister à rentrer, à acquérir les fondamentaux, les bases nécessaires, les bases techniques, hein, que ce soit le langage HTML, les bases de données. On va pas aller trop vite, bien Mm. sûr, sur les sujets, on va dire les plus touchy, mais plus acquérir de bonnes bases, poser des fondations pour que la maison soit belle, pour que la maison soit solide. Et scène. Très bien. Et du coup, vous avez évoqué tout à l'heure ça. Laura, peut-être, vous avez des filles dans une formation informatique? Ou les Oui, clichés ont la vie également. dure? Alors, nous sommes fiers tout de même d'avoir 30% de femmes au sein de l'école PMN, Ouais. ce qui est un très bon pourcentage hein, pour une école du numérique. Donc, surtout, faut pas hésiter à candidater. Les filles sont très attendues sur ces métiers. Ouais, bon, très bien. Et une question aussi que je me posais en préparant l'émission, c'est est-ce que il faut ou est-ce que vous attendez que les jeunes qui postulent soient ce qu'on appelle vulgairement des geeks? Est-ce qu'il faut déjà bien bidouiller pardon, un ordinateur ou au contraire vous prenez tout le monde? Bon, bien sûr, faut-il avoir une appétence pour l'informatique, mais pas besoin d'être déjà un geek pour ça. Pas Alors, besoin. Ouais. pas besoin, je confirme, parce qu'effectivement, le but, on veut sortir enfin, de cette image du geek. Alors, c'est-à-dire, attention, on ne la combat pas. Mhm. Passion de l'informatique, du développement, du codage, de la conception des systèmes font partie vraiment de l'ADN de l'école. Mais je tiens vraiment à préciser que à sortir un petit peu de ça, d'aller au-delà, les métiers, c'est aussi de la gestion de projet, c'est aussi de bien conduire ses tests, de bien faire connaître son projet, de bien l'organiser. Donc ça, c'est vraiment des notions essentielles. Et puis, il y a des métiers dans ces domaines-là, comme le data analyst, comme le chef de projet digital, qui ne sont pas des métiers techniques. C'est ce qu'on Mhm. appelle des métiers technico-fonctionnels, c'est-à-dire on est à la frontière entre les deux Mhm. et on va s'épanouir même si on n'a pas fait un bac scientifique. Mhm. Voilà, c'est ouvert aussi. Alors nous, on recrutons des bacheliers, mais le but, c'est de les accompagner, de faire cette passerelle. Oui, C'est tout à c'est le fait. C'est mot, important. de les accompagner à travers cette passerelle. Et certains iront très loin sur les expertises techniques, d'autres préféreront s'orienter vers de la gestion de projet, du consulting, parce que Mhm. les métiers de consultants sont très importants dans ces domaines-là. Les grandes entreprises ont besoin et travaillent avec des entreprises de services numériques pour enfin, pour qu'on leur apporte du conseil, pour les aider à mettre en œuvre correctement leur système d'information. Donc, les deux existent. Voilà. Très bien. Laura, vous vouliez intervenir? Ah oui, merci Laurent. Alors, ce qui est important, c'est le mindset, hein, surtout des étudiants. Ouais. Et ce que nous attendons donc, de la part de nos futurs étudiants, c'est du sérieux, c'est la passion du métier et de l'engagement. Ok, très bien. Alors justement, vous avez commencé un peu à évoquer les différents métiers. Moi, il y a une question que je me suis posée là aussi en préparant l'émission, c'est l'employabilité suite au diplôme. Déjà, selon vous, est-ce qu'il est absolument indispensable de continuer jusqu'au master ou on peut s'arrêter au bachelor? Alors, certains élèves décident de s'arrêter au bachelor. Mm. Euh, En clair, on ne le recommande pas, Ouais. non pas parce que on veut à tout prix garder les élèves dans notre école,
mais parce que le marché est quand même très orienté. Les recruteurs recherchent beaucoup des bacs plus 5, comme on dit Mhm. habituellement. Il est possible quand même de trouver du travail, surtout qu'on est dans une période euh, de, de tension sur l'emploi dans le numérique, et donc les recruteurs sont à l'affût. Mais dans l'intérêt des élèves, pour leur progression de carrière, pour la pérennité, pour tout un tas de raisons, il vaut mieux aller jusqu'à Master 2. Voilà. Mais, encore une fois, ils peuvent s'arrêter au Mhm. bachelor. Beaucoup arrivent quand même à trouver des emplois corrects. Très bien. D'autant plus que vous, les masters, vous les proposez également en alternance, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Absolument, ok. Et du coup, quels sont les grands secteurs qui recrutent, quels sont les secteurs qui ont vraiment besoin de professionnels du numérique? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est au contraire vraiment les services, la digitalisation, la gestion des datas? Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça qui sont vraiment phares dans lesquels on pourrait pousser les jeunes à s'intéresser ou au contraire tous ont des vrais besoins en compétences numériques? Tout le monde aujourd'hui, c'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui tout le monde, enfin tous les secteurs utilisent massivement le numérique. Le plus gros secteur, c'est banque assurance. Là, D'accord. sans aucun doute, c'est eux qui dépensent le plus d'argent, qui immobilisent le plus de personnes. Effectivement, là où je rejoins ce que vous disiez, c'est que le numérique s'est diffusé partout Mm. dans notre vie quotidienne, et donc dans tous les secteurs d'activité qui vont du commerce à l'industrie, à l'agriculture. On le retrouve partout, hein. Donc les opportunités existeront partout. Et aujourd'hui, on veut aussi accompagner les jeunes en quête de sens. Les jeunes ont envie de donner du sens à leur travail. Certains choisissent des secteurs justement qu'ils considèrent comme utiles ou bénéfiques pour le climat. Mm. J'ai assisté à une soutenance la semaine dernière d'une élève brillante qui a développé justement tout un projet autour de la sobriété, sur l'optimisation de l'eau grâce à la data, etc. Enfin, il existe une multitude d'opportunités pour avoir la carrière, mener la carrière que l'on souhaite dans une petite entreprise, dans une moyenne entreprise, dans une très grosse entreprise, avec de la data, avec du digital, avec du codage, avec du test, avec du système, avec du cloud. Mm. Tout est possible. Et justement, en termes d'employabilité, est-ce que vous avez un chiffre peut-être à nous donner, genre dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme, c'est quoi le taux d'employabilité en moyenne dans ce secteur? Laura? Alors, le taux d'insertion professionnelle donc, est de Ouais, 91%, mais en sortie d'études, ouais. à J+1 à la fin de la formation. Et nous sommes à 96% au bout des 3 mois, Ah oui, pour un donc salaire moyen de 40K annuel. ok, donc c'est très clairement un secteur qui recrute et dans lequel il y a de l'avenir puisque dans les 20 prochaines années, il y aura encore des besoins. Oui. Et en termes de nature de l'emploi, c'est quoi? C'est essentiellement des employés, c'est plutôt des gens qui montent leur micro-société pour devenir prestataires, consultants, ou il y a les deux en fait de part et d'autre? Alors, beaucoup de consultants travaillent pour des entreprises Oui. de services numériques. D'ailleurs, quand on est jeune diplômé ou encore en alternance, il vaut mieux se fondre dans ce genre de structure, parce que on va apprendre des méthodes, etc. Et on pourra éventuellement se lancer au bout de quelques années dans l'aventure du consulting individuel, ou Hmm. dans l'autonomie, etc. Ça existe, hein, aussi. On peut aussi avoir envie de participer à des projets innovants, novateurs, par le biais de start-up. Le secteur du numérique est quand même le Oui, secteur clé de la c'est tech vrai. et des start-up. On peut préférer travailler sur des projets très sérieux, de grande ampleur pour des multinationales. Là aussi, hein, les expériences sont très variées. Mais aujourd'hui, par exemple, la data est très présente dans le secteur banque-assurance. Hmm. Euh, Quitte un ancien élève là qui est passé à l'école tout à l'heure, qui est dans une grande banque qui s'appelle Dexia et qui fait de la data.
et qui vient d'être recruté en CDI. Très bien. En termes d'évolution de carrière, ça se passe comment? Puisque le numérique, l'informatique, ce sont des compétences qui évoluent tous les jours. Il y a des nouveaux logiciels, des updates. Est-ce que ça veut dire que une fois qu'on est diplômé, en fait, finalement, sa formation n'est pas terminée et on va devoir encore toujours, tout au long de sa carrière, se tenir informé, quitte à faire peut-être même encore un espèce de master spécialisé quelques années après, ou en tout cas avoir cette curiosité naturelle. Ou au contraire, finalement, une fois qu'on est diplômé, on a son backup, on a son socle de connaissances et on peut s'en suffire. Oui, alors là, clairement, on est dans le secteur qui bouge le plus. 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Mm. Moi-même, avec mon grand âge, je suis bien sûr amené tous les jours et en utilisant quoi, devinez quoi, ben des réseaux, des outils numériques pour me tenir à jour. Parfois, les élèves qui sont en entreprise m'aident, les formateurs, etc. Mais c'est tout un ensemble de choses. J'ajouterais quand même que c'est un secteur où justement sur des communautés spécifiques à certaines technologies existent et on incite nos élèves à les découvrir, à participer à ces communautés et on organise dans les études des conférences régulièrement, qui ne sont pas obligatoires, ça fait pas les Mm. cours, c'est en dehors des cours, c'est sur la base du volontariat, mais où on peut apprendre des choses, on peut rencontrer, faire son réseau et évoluer sans cesse. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'effectivement, je trouverais, enfin, je trouverais triste à mourir hein, de rester sur son socle et de ne plus bouger. C'est justement ce qui est passionnant. Par contre, il faut aussi savoir se remettre un petit peu en cause. Hein. Mm. Il y a certaines choses qui font que ben, les technologies que l'on maîtrisait ben, sont Évolue, plus quoi. utiles, Mm. elles évoluent. Je peux parler, moi, je parle souvent à mes élèves de technologies sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai été formateur donc ils n'ont jamais entendu parler. C'était au siècle dernier. Donc voilà, mais c'est intéressant. Donc il faut quand même garder cette curiosité, cette ouverture d'esprit, Et oui, chercher de l'information, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, quelles sont les tendances, au-delà même des tendances, quelles sont les évolutions de demain, quoi. tout à fait. Très bien. Donc pour récapituler, pour faire un petit point de conclusion, enfin de conclusion, non, de récapitulation avant de passer à vraiment les admissions au sein de PMN, le secteur du numérique, donc c'est pas que un domaine purement technique, au contraire, ça demande d'autres compétences, parfois même de managériales, on va dire. Du coup, il y a de plus en plus de filles et ça c'est une très bonne chose. On a un secteur en plein boom avec un vrai besoin. Les entreprises, ça correspond tout à fait aux besoins du marché. Toutes les entreprises ont besoin de compétences dans le numérique et particulièrement, selon vous, la banque et l'assurance. 3 mois après l'obtention d'un diplôme, on est à plus de 95% d'employabilité, d'emploi, pardon, ce qui est tout simplement énorme. Concernant PMN en fait, vous donc vous acceptez les élèves en première année de bachelor donc en initiale et deuxième, troisième année en alternance. Avec vous Laura, on va étudier ça justement. Sur quels critères vous admettez vos élèves en première année de bachelor informatique? Qu'est-ce que vous allez précisément regarder sur un bulletin de notes d'un lycéen? Alors, il y a deux choses déjà. Il y a le parcours académique du jeune Ouais. que nous allons étudier, notamment ses options. Est-ce qu'il a des options scientifiques ou technologiques qui sont donc axées Mm. dans le numérique? Mais nous allons surtout étudier sa motivation, son projet professionnel, le mindset de l'étudiant. On attend, comme je vous le disais, donc des étudiants vraiment sérieux et qui vont s'engager euh, tout au long de la formation. Mhm. Et il y a quelque Pour chose qui va vraiment vous tenir à cœur, je sais pas, des notes de mathématiques, une lettre de motivation impeccablement écrite ou je sais pas. Alors, une lettre de motivation de la part d'un enseignant peut être un plus, évidemment. Ouais. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est toujours un plus. Et on étudie des bulletins, oui, bien sûr, les notes en mathématiques ou en informatique s'il y avait un bac technologique. Et l'anglais aussi, tout à l'heure, Frédéric mentionnait que l'anglais était vraiment primordial. Et c'est vrai que tous les logiciels d'informatique sont tous en anglais. Est-ce que ça veut dire quand même que vous leur demandez d'avoir un bon petit niveau en anglais lorsqu'ils arrivent? On va demander tout de même un niveau B1 Ouais. et on va faire évoluer vers un niveau B2.
ce sont également les niveaux qui sont demandés par les entreprises en master pour Très un bien. recrutement en Et alternance. du coup, ça se passe comment? Imaginons qu'un des jeunes qui nous regarde soit déjà intéressé par les métiers du numérique, il se dit, tiens, effectivement, comme je l'évoquais en introduction, j'ai pas forcément les écoles que je voulais sur Parcoursup, je savais pas trop quoi faire pendant l'été, du coup, je suis un peu paumé. Imaginons qu'il soit intéressé par PMN, comment ça se passe pour éventuellement s'inscrire chez vous? Alors, pour la rentrée de septembre, donc les admissions sont ouvertes jusqu'à fin octobre. Donc, il ne faut Ok. pas hésiter à candidater. Le, les admissions donc, se déroulent en 3 étapes. La Mhm. première étape, c'est de se rendre déjà sur notre site internet www.école-pmn.fr. Ça s'affiche en ce moment à notre écran. Parfait. De cliquer sur l'onglet candidature et de compléter le formulaire en ligne. Le service admission donc traite votre candidature en 24 à 48 heures. Mhm. La deuxième étape, c'est l'étude du dossier. Donc là, il s'agit d'un échange téléphonique d'une dizaine de minutes avec l'un de nos chargés d'admission qui a pour objectif donc de valider votre éligibilité pour la formation visée. Mhm. La troisième étape, c'est l'entretien individuel de motivation qui se déroule en visioconférence. Pendant cet échange, donc d'environ 45 minutes, nous revenons donc sur le parcours académique, l'étude du projet professionnel et la validation des compétences techniques des matières, de certaines matières Mhm. que vous avez pu suivre jusqu'ici. Le dossier donc est ensuite réétudié dans son ensemble et passe en commission pédagogique. Et vous obtenez donc les étudiants, les candidats obtiennent la réponse par mail à 24 à 48 heures. Si l'étudiant, le candidat est admis, nous lui envoyons donc un dossier d'inscription qu'il faudra nous retourner compléter. Ok. Donc c'est assez rapide en fait. Entre le moment où il prend premier contact avec vous et le moment où il a une réponse, il peut se passer moins de 15 jours. Absolument. Ok, très bien. Et alors du coup, cette première année, elle est donc forcément en initiale chez vous. Ça, c'est une question qu'on a à chaque fois en fait. Le coût de la formation, du moins cette première année, il s'élève à combien? 4 950 euros. Ok. Et donc après, dès la deuxième année, ils ont la possibilité, mais c'est pas obligatoire, de passer en alternance. Ça représente combien de pourcentage d'élèves chez vous, l'alternance? 90%. Ouais, donc c'est vraiment la quasi-totalité, quoi. Et alors, Absolument. cette histoire d'alternance, en fait, comment ça se passe? Est-ce que vous les accompagnez pour trouver une entreprise? Est-ce que vous avez vous-même un vivier d'entreprises partenaires qui régulièrement, en fait, vont chercher des alternants? Est-ce que vous les aidez, je sais pas, par exemple, à refaire leur CV, à faire des job dating, peut-être, avec des entreprises partenaires? Oui, alors absolument. Dès l'inscription, dès qu'un étudiant s'inscrit au sein de notre école, il y a il doit prendre rendez-vous avec le service relations entreprises pour l'accompagnement pour un premier rendez-vous, un coaching individuel. Mhm. Ces coachings individuels, les étudiants peuvent en prendre autant de fois qu'ils le souhaitent. L'idée est vraiment d'avoir un CV parfait, déjà une refonte de CV, de connaître le projet professionnel également du jeune pour pouvoir mieux l'orienter, et puis ensuite faire des simulations d'entretien. Mhm. Nous avons en effet plus de 300 entreprises partenaires, alors des ESN, mais également des grands comptes comme la BPCE, Orange. Euh, En ESN, nous avons Capgemini, Soprasteria, Ouais. euh, Vinci, Vinci. Ouais. et que Plein, beaucoup de tout grands plus groupes. prestigieux les uns que les autres. Oui, oui, oui. Absolument. Et du coup, ça se passe comment en fait? Est-ce que vous les accompagnez donc pour éventuellement trouver une entreprise? Vous les invitez plutôt à faire quoi? À prendre une petite entreprise? Parce que du coup, on ne l'a pas dit, mais en fait, l'alternance, quand ils la prennent, c'est pour les 2 ans de leur bachelor. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux en fait pour un jeune? C'est de passer par une petite entreprise ou plutôt par une très grande? Qu'est-ce que vous conseillez de votre expérience, Laura? Alors, c'est vraiment en fonction du profil du jeune, hein. Ouais. Justement, ces coachings servent à aider le jeune à se diriger vers la bonne entreprise et ce qui lui convient. Mhm. Évidemment, dans tout ce qui est ESN, il y aura un encadrement beaucoup plus important, des tuteurs, des formations également en interne, Mhm. alors que bon, bah, les startups, on est un peu plus couteau suisse. Ouais. Alors, on peut dire quand même qu'il vaut mieux éviter de trop petites entreprises de manière à ne pas se retrouver tout seul et de pouvoir avoir quelqu'un qui non seulement fait l'administratif, mais vous aide techniquement. Il est quand même sain d'avoir et intéressant d'avoir une équipe avec
d'autres professionnels, si on fait du développement, d'autres développeurs. Vous voyez, voilà. On est quand même mieux, il y a un minimum, quoi. Mm. Mais après, c'est vraiment suivant ce que l'on préfère. Si on a envie un petit peu d'aventure, le côté start-up, s'intégrer dans un projet, quand on a envie de structures un petit peu plus carrées sur la méthodologie de travail, etc. Effectivement, les entreprises de services numériques ou les grandes sociétés. Vous avez aussi des sociétés intermédiaires, pas mondialement célèbres, mais Mm. qui ont des services informatiques ou numériques qui font du très bon travail. Donc voilà, tout est ouvert là-dessus. Voilà, le seul bémol, c'est les trop Éviter petits, les les TPE, TPE. ouais. Et en termes de rythme, on est quoi? C'est une semaine en école, 3 semaines en entreprise? Absolument. Une semaine d'école, 3 semaines en Et entreprise. d'ailleurs, on l'a pas encore dit, mais en fait, PMN est basé donc à Nanterre, en petite couronne En termes parisienne. préfecture. Nanterre préfecture, oui, pardon, c'est vrai. Important de le préciser, tout à fait. Et par rapport à ce choix de l'alternance, imaginons que ça se passe pas bien, parce que ça peut arriver. On est face à des jeunes de 19 ans qui ont finalement leur première expérience professionnelle, enfin leur première expérience dans le monde du travail. Si ça se passe pas bien en cours d'année, alors que normalement ils se sont engagés sur 2 ans, comment ça se passe? Est-ce que vous les accompagnez pour trouver en urgence et faire la culbute avec un autre organisme? Oui, alors le terme urgence n'est pas tout à fait indiqué puisque dans le contrat d'apprentissage, et ça c'est pas nous qui l'avons Hmm, décidé, hein, c'est le contrat tel qu'il est défini par l'État, l'alternant a 6 mois pour trouver une autre entreprise. Ça ne veut d'accord. pas dire qu'il faut Donc procrastiner. effectivement, Et il n'est pas obligé de la prendre la fin d'un première chose contrat, qui vient. Ok, une rupture n'est pas une catastrophe puisque enfin, le financeur continue de financer pendant 6 mois. très bien. Donc, il faut surtout pas paniquer. Il faut reprendre son bâton de pèlerin. Et puis, justement, avec notre service relations entreprises, ben, trouver un endroit qui nous conviendra mieux. Et Hmm. puis, l'expérience qu'on a déjà acquise, ben, là, on va la mettre en avant et on trouvera encore plus facilement que la première fois. Très bien, nickel. Concernant, donc là on parlait du bachelor, ensuite on a dit qu'il était quand même préférable de continuer sur un master, du coup qui est beaucoup plus spécialisé. Là vous avez toute une kyrielle de masters qui sont très orientés, très spécifiques. Vous, est-ce que vous recommandez en fait, dans la mesure du possible, de prolonger dans la même société euh, cette alternance pour le master, ou au contraire vous pensez qu'il est préférable de changer à la fois d'entreprise, de secteur? Alors, on a des exceptions qui confirment la règle, hein. Hmm, C'est-à-dire que certains élèves tiennent absolument parce qu'ils y sont bien, parce qu'ils y ont trouvé plein de choses, rester dans la même entreprise. Mais en général, si j'enchaîne 2 contrats d'apprentissage ou d'alternance, il est quand même intéressant de voir, d'avoir 2 expériences différentes. Mais là aussi, je ne voudrais pas en faire une oui. règle, une loi des reins, hein. Mhm. Peut, on peut trouver son bonheur à rester parce qu'on est bien, on est avec des Oui, personnes avec qui on est en confiance. Ça dépend de son propre caractère, si on aime tout à l'aventure ou fait. pas. Mhm. Et du coup, pour vous, c'est vraiment. Alors, vous disiez, hein, 80, plus de 90% de vos élèves sont en alternance. Alors, on le comprend bien, hein, évidemment, l'école est payée. En plus, les étudiants reçoivent un salaire, ce qui n'est pas négligeable quand on est très jeune. Mais pour vous, au-delà de ça, au-delà de cet avantage pécuniaire, vous pensez que l'alternance est véritablement la solution pour apprendre, entre guillemets, vite et bien dans ce domaine du numérique? Vous le conseilleriez tous les deux, l'alternance? Évidemment, évidemment, beaucoup d'élèves se plaignent d'enseignements trop théoriques. Hmm, L'apprentissage, c'est une façon d'apprendre à l'école, mais aussi d'apprendre sur le terrain, en entreprise, de façon concrète et de faire des projets, d'être acteur de sa formation, hmm. chose que un cours en amphi ne permet pas. Et là, ça prend une autre dimension. On apprend plus, mieux, plus vite Ouais. et de façon beaucoup plus concrète et professionnelle. Même dans Donc, un domaine, le numérique, qui peut être très technique, quand on parle par exemple, je sais pas, de Python, de Java, d'encodage, ce sont des choses très techniques. Alors je sais bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais certains élèves en fait parfois se disent, est-ce que je vais pas passer à côté d'un socle de compétences en passant 3 semaines en entreprise? Pour vous, c'est non, absolument pas pas le du cas, au tout. contraire, ouais. Ah, mais au contraire, Ouais. puisque
tous ces enseignements, toutes ces notions théoriques qui, entre nous, hein, Mhm. peuvent être acquises. Certains élèves, d'ailleurs, arrivent, ils ont fait des MOOC, qui sont allés sur des réseaux, sur des ressources, et les compétences qu'ils ont déjà acquises. Hein, c'est pas, et ils vont les mettre en œuvre. Mais d'autres préfèrent suivre le rythme, avoir un formateur qui les conseille, et c'est ce qui se passe chez nous en cours. Mais sur les bases de données, par exemple, bon, il y a une partie théorique, elle est vue, mais après, tout de suite après, c'est je vais bien comprendre ce que j'ai fait quand je le fais. En Hein, l'appliquant. imaginez, pour apprendre à conduire une voiture, ben, c'est bien d'avoir des simulateurs, etc., mais c'est quand même, on se rend Mm. mieux compte de ce que c'est quand on prend le volant, non? Mm. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Une question qui nous avait été aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup posée, on y a droit à chaque fois, en fait, c'est la question de l'expatriation. Est-ce qu'avec un diplôme français en informatique, en numérique aujourd'hui appelé, est-ce qu'on peut partir à l'étranger facilement? Alors, on a des anciens élèves Mhm. qui, bien sûr, sont partis travailler à l'étranger, qui en Europe, qui même aux États-Unis. C'est absolument pas un frein. Bien sûr, les différentes écoles ont une notoriété plus ou moins forte à l'international, mais c'est vraiment pas ça qui va faire la différence, puisque si j'ai fait mes expériences chez Orange, par exemple, il est clair que à l'étranger, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, on va reconnaître votre expérience et les compétences que vous avez acquises chez Orange, surtout si elles sont en cybersécurité. Ouais. Donc, d'autant qu'en plus, beaucoup de nos élèves sont dans des multinationales. Donc, bien sûr, ils vont, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'école, pouvoir travailler. Mais là, effectivement, là, il n'y a pas de débat. L'anglais doit être Oui, parfaitement indispensable. maîtrisé. De toute façon, les jeunes qui nous regardent appartiennent à une génération où l'anglais n'est même plus une valeur ajoutée, c'est devenu véritablement une obligation pour eux. Désolé si vous n'êtes pas bon, il va falloir vous le dire, vous devez être bon en anglais. Et Laura, vous constatez ça en fait, une appétence pour l'expatriation parmi les jeunes de PMN? Oui, alors en effet, on est souvent, on le remarque hein, Mm, lors des insertions, des enquêtes d'insertion professionnelle. Alors déjà, nous, nos diplômes, nous sommes sur une norme européenne mm. et beaucoup également partent au Canada. D'accord. Euh, ouais. Et tout à fait, c'est absolument possible puisque voilà, de toute façon, les compétences techniques sont acquises, Oui. enfin, une belle expérience professionnelle à travers l'alternance. Donc, ça se passe en général très bien pour nos jeunes diplômés. Parfait. Du coup, est-ce que vous auriez tous les deux un petit mot de la fin pour finir de convaincre les jeunes qui nous ont regardés, à la fois de s'intéresser encore plus au métier du numérique, mais surtout de pousser la porte de votre école basée à Nanterre Préfecture ou de consulter en fait votre site internet école-pmn.fr. Peut-être avec vous, Frédéric, d'abord? Alors, moi, je dirais que c'est vrai qu'on a parlé du phénomène du geek, donc n'hésitez pas, pas besoin d'être geek. Si vous l'êtes, très bien et c'est parfait. Si vous ne l'êtes pas, vous trouverez toute une palette de métiers qui va être absolument passionnant et dans lesquels vous allez non seulement vous réaliser, mais embrasser une carrière très dynamique et prometteuse. Parfait. Laura, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin? Mesdames et Oui, messieurs c'est vrai. également, n'hésitez pas à candidater. Voilà, ce sont vraiment des métiers extrêmement porteurs et passionnants. Rendez-vous sur notre site hein, www.école-pmn.fr et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner durant toute votre scolarité et de vous amener donc vers une insertion professionnelle réussie. Parfait. Est-ce que sinon les gens qui sont à proximité autour de Paris pourraient venir vous voir pousser la porte de votre école en ce moment même? Absolument, à tout moment. Nickel. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez les voir, allez rencontrer les professeurs, les élèves, voire les anciens élèves, pour vous rendre compte un peu par vous-même. En tout cas, je retiens que c'est quand même un secteur qui est effectivement extrêmement porteur et qu'il est absolument judicieux, si déjà on a une petite appétence pour l'informatique, de partir sur des études dans les métiers du numérique. C'est un secteur dans lequel vous trouverez toujours du boulot, et ce pour les dizaines d'années qui arrivent. Donc ça a vraiment du sens effectivement de s'orienter là-dessus. Merci à tous les deux de nous avoir consacré un petit peu de votre temps pour présenter les métiers du numérique et votre école. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Bonne fin de journée.
Merci Laurent. Au revoir. C'est Laurent.